émission de la Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Les débats de Pierre de Touche. Bonjour à tous et bienvenue dans cette 74e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France, émission que nous avons choisi de consacrer aujourd'hui à l'usage politique de l'histoire. L'histoire est-elle un enjeu politique ? Alors qu'il s'agisse des lois mémorielles, des propos de Marine Le Pen sur la rafle du Veldiv en 2017, des références au général de Gaulle à gauche comme à droite, et plus récemment de la cancel culture ou de la réécriture de notre passé par Éric Zemmour, l'histoire fait souvent irruption dans le débat public. Son usage par des élus et des candidats en fait un enjeu politique et la campagne présidentielle actuelle ne fait pas exception. Alors, pourquoi l'histoire fait-elle l'objet de débats et de prises de position idéologiques alors que l'on pourrait naïvement penser qu'une campagne électorale devrait être tournée vers l'avenir et que les faits historiques devraient quant à eux relever d'une analyse strictement scientifique et menée sereinement par des historiens? Alors, pour débattre, nous avons invité aujourd'hui Virginie Sancico, historienne rattachée au laboratoire Histoire, Territoire, Mémoire de l'Université de Caen et au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales CESDIP de l'Université de Saint-Quentin en Yvelines. Bonjour Virginie. Bonjour. Vincent Denis, maître de conférences en histoire moderne à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine du CNRS. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors je précise que vous avez tous les deux collaboré à un ouvrage collectif qui s'intitule Zemmour contre l'histoire et qui paraît cette semaine dans la collection Tract chez Gallimard. Et nous avons invité également Pierre Yana, qui est maître de conférences honoraire en lettres modernes à l'Université de Lille. Et vos travaux de recherche portent encore sur la littérature de la collaboration. Bonjour Pierre. Bonjour. Et donc, cette émission s'intitule, comme je le disais, l'histoire est-elle un enjeu politique ? Alors, pour commencer, je vous propose de nous pencher sur les questions qui font de l'histoire un terrain d'enjeu politique et les manières dont l'histoire a été utilisée par les différents partis ou courants politiques. Virginie Sancico, pourquoi les politiques français se sentent-ils obligés de faire référence à l'histoire ? Alors moi, je ne suis pas dans leur tête, mais c'est évident que l'histoire, c'est un enjeu qui est assez central dans la vie politique française, qui est en partie électoraliste, mais pas seulement. Les clivages politiques en France sont ancrés dans l'histoire, dans l'histoire longue. La question de l'héritage, la filiation dans l'identité de politique de chacun, c'est quelque chose qui est assez important, qui est débattu, qui est mis en avant, qui est assez central dans l'engagement politique. Donc ça, c'est évident que c'est quelque chose de culturel dans notre pays en particulier. Est-ce que ce sont des raisons électorales ou est-ce porteur d'une véritable vision, Vincent Denis ? Je crois que c'est lié à la manière dont nous-mêmes concevons notre histoire politique nationale, et celle-ci, elle est vécue comme une suite de conflits historiques, et les partis politiques, les hommes et les femmes politiques pensent aussi leur combat souvent comme la suite en fait de conflits qui peuvent être qui sont plus anciens. La particularité de l'histoire politique française, c'est d'être conçue comme conflictuelle, et c'est sans doute une des raisons de cet engouement pour l'histoire et de ces références historiques. Alors, peut-on faire de la politique à l'échelle nationale sans engager notre rapport à l'histoire, selon vous, Virginie Sancico ? Alors, à l'échelle nationale, sans doute, oui, en particulier, et en même temps, c'est assez périlleux puisque les enjeux politiques sont assez ancrés géographiquement. Ce n'est pas forcément les mêmes selon les lieux où on se situe, entre grandes villes ou le reste de la France, entre la banlieue et le centre, entre le sud et le nord de la France. Donc, ces enjeux historiques sont mobilisés systématiquement, mais ce n'est pas forcément simple, et c'est souvent des enjeux assez différenciés, oui. Mais
On a quand même l'impression que les acteurs politiques ont du mal à faire l'économie, effectivement, de cette mobilisation de temps à autre de l'histoire, et avec des personnalités différentes, donc qui vont plus les mobiliser et d'autres beaucoup moins. Alors, Vincent Denis, vous êtes spécialiste de l'histoire de France du XVIIIe siècle et de l'Empire. Avons-nous en France un réel problème avec notre passé qui nous empêcherait de nous projeter, ou est-ce une construction politique idéologique? Je pense par exemple à la Révolution française. Je ne crois pas que le passé soit un fardeau, en particulier celui de la Révolution française. C'est une référence très importante, parce que c'est la construction du cadre politique moderne remonte pour l'essentiel, pour partie en tout cas, pour ses bases à la Révolution française. Ensuite, je pense que l'héritage de la Révolution française, notamment le cadre républicain, il est très largement accepté aujourd'hui en France, avec des nuances, mais il est devenu, son rejet est limité à des milieux extrêmement marginaux. Donc, ce qui fait que même le Rassemblement national, par exemple, reprend un certain nombre d'éléments de la Révolution française, de signes, de symboles, comme Marianne, par exemple, ce que n'aurait pas fait l'extrême droite il y a quelques dizaines d'années. Ce qui prouve cet enracinement de la Révolution française, et je ne pense pas que ce soit un blocage ou une source de conflit, si vous voulez, dans la société française, pour ce qui est de la Révolution. Voilà. Pour les époques plus récentes, la situation est sans doute un peu différente. Alors justement, pour les époques plus récentes, je vais vous interroger tous les trois. Pierre Yanar, sur la Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord, pour compléter un petit peu ce qu'ont dit mes deux collègues, je pense que la vie politique française, mais ça n'est pas la seule, tourne autour de récits. On construit des récits, des grands récits, c'est ce que nous raconte Chapoutot dans un ouvrage récent, et ces récits sont censés rassembler, faire du consensus. C'est ce qui unit. Et bien entendu, ce sont les interprétations des récits qui sont différentes selon les postures politiques dans les partis. Par exemple, en effet, la Seconde Guerre mondiale a été très problématique, d'une part parce qu'une partie des participants à la collaboration française étaient des gens qui s'étaient engagés contre la République, qui haïssaient la République. On pense bien entendu à Charles Maurras, mais voilà, ce sont des gens qui détestaient par exemple Dreyfus, parce que Dreyfus, c'était une conception de l'appartenance à la République et d'appartenance au pays. Il fallait exclure. On retrouve ça aujourd'hui. Ces gens-là ont été battus à la fin de la Seconde Guerre mondiale, et ils ont échoué. Voilà, ils ont tenté de mettre en cause la République, ils ont échoué. Et effectivement, ils se sont remis sur pied, on en parlera peut-être au moment de l'OAS, de l'Organisation Armée Secrète, et de la guerre d'Algérie. Ils ont construit une tentative d'autre consensus, et là encore, ils ont été battus. Et ce sont ces gens-là qu'on voit réapparaître aujourd'hui, mais ça vient en grande partie de l'avant-guerre, de l'affaire Dreyfus, de l'avant-guerre, et bien entendu de l'échec de ce courant politique qui se référait à la victoire nazie et au pétainisme. Virginie Sancico, puis Vincent Denis sur ce thème de la Seconde Guerre mondiale. Sur la Seconde Guerre mondiale, effectivement, ce qui vient d'être dit retrace un peu une espèce d'héritage d'une certaine frange des acteurs politiques. Après, sur les temps plus récents, c'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, il y a eu des gros débats, des enjeux mémoriels assez forts dans les années 70-80 qui ont été mis sur la place publique et débattus politiquement. On a quand même l'impression aujourd'hui d'avoir plus ou moins dépassé ces enjeux-là, qui sont quand même beaucoup moins présents. Ça se pose un peu sur les questions de l'école,
l'enseignement, etc. Mais grosso modo, dans le débat politique, il y a quand même un consensus qui se fait globalement, d'où les débats qui se portent aujourd'hui sur Zemmour, qui finalement remet au goût du jour un débat qui était plus ou moins, qui avait plus ou moins disparu, en tout cas du débat politique. Vincent Denis? Moi-même, j'ajouterais que ce soit pour la Seconde Guerre mondiale, mais aussi même encore pour la Révolution française, c'est la dimension conflictuelle qui permet aussi d'alimenter des images, des processus aussi même narratifs, d'explication, des manières de se situer ou de situer son propre combat pour les hommes politiques, et de favoriser aussi des processus d'identification avec des épisodes historiques qui sont quand même assez largement connus des Français. Et donc, les références aussi historiques puisées par les politiques vers ces périodes, elles servent aussi à ça, à rendre plus tangible ou à dramatiser certaines oppositions politiques. Quand on parle du Munich de la laïcité ou par exemple, voilà, ou du Munich de l'immigration, ce sont des phrases qui sont des formules qui sont fortes et qui évidemment font des rapprochements pour permettre de mieux comprendre la Seconde Guerre mondiale, mais qui visent à un effet choc auprès du public. Donc, ces épisodes historiques qui sont évidemment fondamentaux pour les politiciens, je pense, dans le discours politique, et servent aussi, ils ont aussi cette fonction-là, cette fonction dramatique. Thierry-Alain, la colonisation? La colonisation est un des grands moments historiques importants, mais Vincent a raison de dire, Vincent et Virginie ont raison de dire qu'il s'agit de zones conflictuelles. Ce qui caractérise l'histoire de France n'est pas le fait qu'on ait du consensus permanent, mais au contraire qu'on soit dans la répétition de situations conflictuelles. Pour ce qui est de la colonisation, bien entendu, il y a plusieurs vision de la colonisation. Première vision qui est celle des colonisateurs, mais était-il de droite? Non, je pense qu'il y avait une colonisation de gauche et qui était favorable à la colonisation, et on allait apporter aux populations des nouvelles colonies le savoir et la culture française. C'est la raison pour laquelle on ne leur donnait pas, par exemple aux Algériens, on ne leur donnait pas tout de suite la nationalité, parce qu'ils n'avaient pas encore été assez éduqués, disait-on à l'époque. Mais la colonisation, lorsqu'on la revisite aujourd'hui, c'est considéré comme une grande faute. Il n'y a pas d'ailleurs, je vous prie de m'excuser, il n'y a pas d'ailleurs qu'en France que ça pose problème. On parlera peut-être un peu des États-Unis tout à l'heure. Évidemment, voilà, était-ce une faute d'aller coloniser des populations, mais est-ce aussi possible de réécrire l'histoire longtemps après, a posteriori, en faisant comme si nos ancêtres qui avaient colonisé étaient jugés à l'aune de nos propres critères aujourd'hui? Voilà, mais la colonisation fait partie de ces choses-là. Par exemple, avec l'Algérie, on n'arrive pas à se rabibocher parce que les Algériens souhaitent qu'on s'excuse de 1830. Alors, on va continuer à dérouler. Peut-on attacher certaines visions et utilisations de l'histoire à certains mouvements politiques? Existe-t-il une histoire de droite? Avec quelle vision, fondement, mythe, en particulier sur la Révolution française, Vincent Denis? Oui, alors la Révolution française, elle est peut-être plus spécifique que les autres périodes, plus certaines périodes historiques plus récentes de ce point de vue-là, où les choses sont sans doute plus compliquées. Sur la droite a évidemment une tendance, alors si on se situe aujourd'hui, parce que les choses ont changé, d'abord, il y a eu, effectivement, il y a toujours une extrême droite contre-révolutionnaire, mais qui est quand même très marginalisée depuis la Seconde Guerre mondiale, mais qui a toujours existé. La droite, globalement,
accepte hein, l'héritage, comme je le disais, l'héritage républicain et révolutionnaire, mais en faisant toujours une distinction entre, si vous voulez, la bonne révolution, celle de 1789, et puis la mauvaise révolution, c'est-à-dire celle qui commence en 1792, 1793, qui est une révolution démocratique, qui est une révolution aussi marquée par la violence d'État et puis la guerre civile. Et cette révolution-là, évidemment, elle joue, c'est un repoussoir avec cette figure en particulier très importante qui est la terreur. Terreur, donc, avec une terreur qui devient, si vous voulez, la matrice de tous les totalitarismes, y compris même d'ailleurs dans certaines versions, comme par exemple le livre de François Furet, le dernier grand livre de François Furet sur le XXe siècle, finalement la matrice non seulement du totalitarisme soviétique, mais aussi finalement du nazisme, puisque ça peut être conçu aussi comme une réaction à l'irruption du bolchevisme en Europe, le bolchevisme qui est lui-même un héritage de la Révolution française. Voilà. Donc ça, c'est, si vous voulez, avec des nuances et évidemment des palettes différentes hein, selon les personnalités et les sensibilités de droite, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Je vous jetterai en fait cette dernière idée, c'est aussi ce qu'on retrouve chez un certain nombre d'historiens conservateurs sur cette période, ou même sur le XVIIIe siècle, que je connais mieux. C'est l'idée que la Révolution française était une sorte d'accident historique qu'on aurait pu éviter et qui est le résultat de la curie de Louis XVI ou de certains de ses ministres ou même de l'obstination de la noblesse, mais une catastrophe qui était évitable et qui est surtout un événement catastrophique responsable de l'affaiblissement de la France. Donc on n'est pas du tout dans un discours positif ou émancipateur. C'est plutôt vu comme quelque chose de pénalisant, si vous voulez, pour l'histoire, la trajectoire historique donc, du pays. Alors, Virginie Sancico, existe-t-il une histoire de droite sur la Seconde Guerre mondiale, selon vous? La Seconde Guerre mondiale, comme on l'a dit, 1945, ça marque quand même la fracture hein, des droites, hein, avec une droite qui se revendique de l'héritage de De Gaulle et une droite qui s'est compromise dans le régime de Vichy. Donc, de toute façon, il y a quelque chose, une fracture qui s'est ancrée à ce moment-là, qui est même une fracture également au plan économique et social, avec le poids du programme du Conseil national de la résistance en 1945 qui va influencer un certain nombre de prises de décision dans les années post-guerre. Et effectivement, les héritiers de la résistance, donc gaullistes principalement, revendiquent totalement ça. Donc on est quand même dans un héritage très contrasté avec une majorité qui se revendique de l'action de Gaulle et de tout ce qui est de la reconstruction de 1945, et une minorité qui a été battue et qui va petit à petit se recomposer dans la périphérie de la droite, des droites extrêmes. Donc une vision de droite, c'est complexe, mais et c'est justement cette scission-là que notamment Zemmour cherche à dépasser aujourd'hui, hein, en essayant justement de réunir un petit peu ces droites en parlant du glaive et du bouclier pour Pétain et De Gaulle, etc. Donc c'est plutôt là-dessus que ces questions de rapport à la droite à la Deuxième Guerre mondiale se portent aujourd'hui. Pierre Yanin? Oui. Quelle est la question? Alors, sur la Seconde Guerre mondiale et sur la colonisation, l'histoire de la droite. D'abord, pour rappeler, pour aller dans le sens de mes collègues, là encore, il y a une tradition en France, un grand amour de la guerre civile. On a eu les guerres de religion, on a eu bien entendu la Fronde, on a eu la Révolution, enfin bref. Il y a une grande tradition. La droite, elle, a été en effet fracturée
dans les deux occasions, parce que je tiens à les relier, de la fin de la collaboration, c'est-à-dire le moment où il y a un consensus national contre la droite qui a collaboré, pas simplement qui a été avec Vichy, mais qui a collaboré activement avec les nazis. Alors, on dit la droite, c'est un peu bête, parce qu'il y avait des gens, des socialistes dans la collaboration, il ne faut pas oublier ça. DA, même d'anciens communistes, en tout cas, comme Doriot. Et puis la droite qui a hégémonisé le consensus politique avec les communistes, la droite gaulliste, et dont se revendique encore un grand parti français, les Républicains. Et pendant longtemps, ce sont des gens qui ont maintenu la rupture avec la droite extrême. On peut voir aujourd'hui l'aboutissement d'un processus assez long qui a été un processus de réhabilitation de la droite extrême avec la famille Le Pen et aujourd'hui, d'une certaine manière, avec Zemmour qui poursuit l'œuvre engagée par la famille Le Pen. Mais n'oublions pas que le courant de l'extrême droite était un courant avant-guerre, était un courant qui était extrêmement fort, extrêmement puissant, qui tenait la rue, qui a failli faire un putsch le 6 février 1934, réussir un putsch le 6 février 1934, qui a fait un putsch avec l'armée, en soutenant l'armée plus exactement, en Algérie. Donc voilà, c'est un courant qui existait, qui a été écrasé par le gaullisme pour ce qui est de la droite, mais ce sont ces gens qui évoquent une autre vision, en effet, de la France. Et je rejoins Virginie, c'est le courant que tente de dépasser aujourd'hui Zemmour en rassemblant les deux droites, la droite extrême et la droite gaullienne, qui sont aujourd'hui sur des postures un petit peu différentes. Je ne sais pas s'il réussira son coup. Je ne sais pas. Alors, pour faire le parallèle, maintenant, existe-t-il une histoire de gauche? Avec quelle vision, fondement et mythe? Vincent Denis, vous êtes spécialiste du XVIIIe siècle. Sur la Révolution, je pensais à la référence de Mélenchon à Robespierre. Oui, alors en fait, effectivement, Jean-Luc Mélenchon, ces dernières années, fait reparler donc, de la figure de Robespierre, ou plutôt d'ailleurs ses adjoints comme Alexis Corbière, qui a publié d'ailleurs un livre sur Robespierre. Alors, en fait, il n'est pas personnellement lui-même d'ailleurs robespierriste, même s'il s'y intéresse, il se sent plutôt hébertiste, Jean-Luc Mélenchon, c'est un leader moins connu qui était un responsable municipal, plutôt d'ailleurs sur une ligne populiste, pour aller vite, pendant la Révolution française, plus radicale en fait que Robespierre, notamment dans l'alliance avec les travailleurs. Effectivement, il y a de longues dates. Alors ici, en faisant ça, si vous voulez, Jean-Luc Mélenchon reprend une histoire, une tradition qui est quand même ancienne, de la gauche à la fois socialiste et communiste au XXe siècle, pour s'inscrire, reprendre un certain nombre de figures donc, de la Révolution française. Alors depuis notamment, on va dire, la création en fait, du Parti communiste français, il y a eu une OPA, si j'ose dire, sur l'histoire de la Révolution française, et en particulier donc, la dictature montagnarde. C'est aujourd'hui quelque chose qui était finalement un petit peu tombé, je pense, en désuétude depuis justement le bicentenaire de la Révolution, puisqu'il y avait eu notamment tout un discours qui venait d'historiens qui étaient en fait issus de la deuxième gauche, et je pense à Furet au départ, mais aussi des gens comme Mona Ozouf, qui ont quand même mis l'accent sur une condamnation d'abord de sur les zones d'ombre de cette période à cause de la terreur, et qui avait je pense aussi considérablement diabolisé la figure de Robespierre et des leaders politiques d'ailleurs de cette période de la Révolution française aux yeux de l'opinion.
Et donc, Jean-Luc Mélenchon, ici, veut revivifier en quelque sorte cette figure et aussi la dimension d'émancipation non seulement politique, mais aussi sociale, qui était portée par la dictature montagnarde ou la convention montagnarde entre 1792 et surtout 1793-1794. Voilà, donc la République sociale. Et d'ailleurs, il y a un retour en ce moment assez à gauche sur ces épisodes, sur une histoire alternative aussi de la gauche. Et par exemple, on peut penser aussi à l'intérêt qui se fait aujourd'hui, y compris d'ailleurs chez les historiens de gauche, autour de la révolution de 1848, par exemple, qui est une révolution un petit peu oubliée dans le grand public aujourd'hui, mais qui est un moment important dans l'histoire du socialisme français, même si c'est quelque chose qui a été par la suite étouffé ou en tout cas occulté par l'essor du marxisme, puis de la tradition social-démocrate et communiste, voilà, à partir de 1919. Mais cette relecture donc, des socialismes utopiques, elle fait partie, comme d'ailleurs le travail aujourd'hui sur les références de la Révolution française, sur des nouvelles formes de récits d'histoire de la gauche, échappant justement aux impasses de la social-démocratie et du communisme du XXe siècle, voilà, qui sont quand même des modèles en crise sur le plan idéologique. Alors Vincent Denis, il y a 2 points sur lesquels j'aimerais que vous réagissiez. La commune, l'histoire de gauche et la commune, et l'histoire ouvrière. Alors, il y aurait de quoi faire une émission entière sur ces questions, donc je vais répondre très brièvement. En fait, sur la commune, c'est vrai que la commune fait de 1871, elle fait l'objet de nombreux, d'un intérêt vraiment très renouvelé ces dernières années, justement là aussi contre une tradition communiste et même orthodoxe qui dominait dans les années 60, mais qui a été peu à peu mise en brèche par des travaux comme ceux de Jacques Rougerie en particulier à partir de 1970. Et c'est aujourd'hui un épisode justement qui est relu par beaucoup de militants, d'intellectuels de gauche, comme un espèce de possible, et aussi la capacité aussi pour les populations, pour les dominer, de se projeter dans un au-delà révolutionnaire, dans une capacité de changement, si vous voulez. Et je crois que les gens cherchent à nouveau à revivifier un idéal révolutionnaire ou un idéal de transformation dans une époque qui leur semble aujourd'hui marquée par le renoncement, le compromis, le poids du réel. Et donc, les espérances de la commune sont relues aussi, justement avec beaucoup d'intérêt aujourd'hui à la recherche de nouvelles possibilités de changer le réel. Ces expériences-là sont tout à fait intéressantes. L'histoire ouvrière, en revanche, c'est historiquement, d'abord sur le plan de l'histoire, c'est un secteur qui a connu des hauts débats, et après les grandes heures de l'histoire sociale dans les années 60 et au début des années 70 en Europe et plus généralement, c'est un secteur qui a été très délaissé par les historiens, qui reprend là aussi je dirais, aujourd'hui autour de la question du travail, à nouveau beaucoup de recherches novatrices, d'ailleurs avec de nouvelles choses, par exemple sur le travail des femmes, et qui fait l'objet donc d'un investissement important. Mais je ne suis pas sûr que ça soit mythifié comme ça l'a pu l'être par le passé. Ça ne fait pas tellement l'objet d'un investissement politique, c'est plutôt un investissement scientifique. Je ne vois pas là ici de volonté
d'utilisation. D'utilisation. Tout simplement parce qu'effectivement, la classe ouvrière aujourd'hui française, elle semble introuvable. Et donc, il n'y a peut-être pas, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher un public ou quelque chose, ou une antériorité à quelque chose qui finalement semble... plus personne ne parle vraiment aux ouvriers. Et en tout cas, la gauche a effectivement, de ce point de vue-là, des problèmes, en tout cas pour s'y adresser. Donc ça, c'est quelque chose qui justement fonctionne plus. C'est d'ailleurs Pierre Mauroy qui, en 2002, avait reproché à Lionel Jospin de ne pas s'être intéressé au monde ouvrier. Virginie Saint-Sicot, existe-t-il une histoire de gauche sur la Seconde Guerre mondiale? Alors, cette histoire a été très présente, notamment dans les années 60-70, avec des récits de la résistance qui étaient vécus comme le plus fort du combat antifasciste et qui était revendiqué par les mouvements de gauche dans les années 60-70. Ça, c'était très fort. Après, cette histoire, c'est... largement étendue grâce à l'ouverture des archives. Et du coup, c'est devenu peut-être une histoire moins militante, qui est devenue une histoire plus massive, avec des gens qui passaient du temps énormément dans les archives. Et ça a peut-être dilué un petit peu cette identité d'une histoire de gauche, on va dire, face à toutes ces questions. D'autant plus qu'il y avait toute la réflexion sur la mémoire communiste de la résistance, le parti des 75 000 fusillés, etc., qui a été remise en cause fortement. Donc tout ça a beaucoup bougé à partir des années 70 notamment. Aujourd'hui, ce qui peut être intéressant et qui pourrait rattacher une espèce de forme d'histoire de gauche, c'est cette approche qui est commune maintenant qui se multiplie depuis pas mal d'années, à faire de la micro-histoire, à faire d'une histoire d'en bas, à aller voir les petits espaces, comment se passait la Deuxième Guerre mondiale dans les petits espaces, dans un quartier, à l'échelle d'un immeuble. Et on est vachement dans cette réflexion-là qui peut-être est une manière aussi de réintroduire un peu une approche de gauche de cette histoire, peut-être. Alors, vous faisiez référence au Parti communiste sur l'histoire sur l'URSS. Existe-t-il une histoire de gauche, une question double que je vous pose à la fois à Virginie et à Pierre-Yana? Vas-y. Une histoire de gauche de l'URSS. Alors, le rapport à l'URSS, il est quand même très distendu maintenant. C'est plus du tout une référence de gauche. Depuis Georges Marchais, plus personne, à part vraiment des milieux très marginaux, se revendique de l'URSS. Donc pareil, je crois qu'on est dans une histoire qui est très détachée d'enjeux idéologiques sur ces questions-là. On est vraiment dans une réflexion, qu'est-ce que c'est qu'une dictature, qu'est-ce que c'est, et c'est ça qui est montré à partir des archives, notamment depuis l'ouverture des archives soviétiques dans les années 90, qui entraîne un fort renouvellement de l'historiographie. On est vraiment dans une approche très rationnelle et du coup beaucoup moins mobilisable par des acteurs politiques, me semble-t-il. Pierre-Yana. Oui, d'abord sur la gauche, une histoire de gauche sur la commune, on n'oubliera pas quand même la grande référence historique, c'est-à-dire le lien de Karl Marx lui-même avec Léo Frankel, qui était son correspondant pendant la Commune de Paris. Et donc là, il y a eu en France, mais dans des tas d'autres pays, en Union soviétique aussi, une référence au père fondateur. Donc la gauche était marquée par cette présence de Marx et aux réflexions qui ont nourri sa pensée après. Pour ce qui est de l'Union soviétique, évidemment, pour ce qui est de la Seconde Guerre mondiale, je voulais dire une chose, on a eu des belles polémiques. On a eu une très belle polémique sur le passé
OSTO, au service du travail obligatoire du camarade Georges Marchais, ce qui n'était pas un motif de gloire alors que tout le monde aurait rêvé qu'il parte dans les maquis se battre avec les copains. Voilà, et donc le leader du Parti communiste. Henri Krasuki. Voilà, oui, comme non, Krasuki, lui, a été résistant, ouais. Les armes à la main, mais comme Duclos, comme Jacques Duclos, voilà. Ouais, mais pas Marchais. C'était embêtant, c'était assez embêtant, même si Maurice Thorez, lui, avait pantouflé en Union soviétique pendant la période. Il s'était enfui en 40 et il avait pantouflé à ce moment-là. Et puis l'autre, c'est François Mitterrand. Les gaullistes, quand même, ont largement accusé Mitterrand d'avoir été un collaborateur actif, d'avoir reçu la Francisque, etc., etc., quand, dans le même temps, la gauche rappelait qu'il avait été chef de résistance, que c'est à ce titre qu'il avait fait partie du premier gouvernement provisoire de la République, qu'il était ministre des anciens combattants, que à la même occasion il avait libéré, il avait contribué à faire revenir Robert Antelme, qu'il avait vu en train de mourir dans un des mouroirs, je crois que c'est Dachau, enfin lorsqu'il visitait les camps. Voilà, et il y a Marguerite Duras et toute une série d'autres, Dionys Mascolo, qui se sont portés au secours de Mitterrand, mais même des gaullistes, hein, en disant non, Mitterrand, il était dans la résistance. Alors qu'il y a toujours eu ce procès à gauche sur François Mitterrand. Sur l'Union soviétique, la messe a été dite. Hein, voilà, il n'y a pas d'autre histoire que la belle aujourd'hui, d'autre histoire que l'histoire officielle, alors que jadis, quand on critiquait l'URSS, quand des intellectuels de gauche critiquaient l'Union soviétique, ils étaient accusés de l'anticommunisme le plus féroce, bien entendu, de détester la classe ouvrière, tandis que Sartre lui-même disait qu'il ne fallait pas désespérer Billancourt. Donc voilà, il y a eu une tentative d'histoire de gauche, mais les socialistes ont été... disons un peu à la traîne. C'est la deuxième gauche, en effet, disait Vincent, que c'est la deuxième gauche qui a un peu réhabilité ce regard de la gauche sur l'Union soviétique. Oui. Et Pierre-Yana, et sur la colonisation, vous aviez esquissé tout à l'heure une réponse un peu, une histoire de gauche sur la colonisation. Histoire de gauche, il y a toujours un petit péché qui traîne dans un coin, sous un tapis ou dans un placard. Notamment, on se souvient de la phrase de François Mitterrand, hein, la seule négociation avec les indépendantistes, c'est la guerre. Voilà, c'était la gauche a dû revenir sur ses postures colonialistes pendant un bon moment, mais on oublie, hein, parce qu'aujourd'hui il y a des procès qui sont faits, on oublie que c'était aussi un discours d'émancipation culturelle. C'est un discours d'émancipation culturelle. Dans ma propre famille, ma mère était institutrice en Algérie et elle était là, elle avait les idéaux de la Troisième République, elle était là aussi pour émanciper les jeunes indigènes. Et c'était le credo. Alors, il faut être prudent sur la manière dont on juge les choses, qui étaient bien plus complexes qu'on veut bien le dire. Mais la colonisation, tout le monde s'est rallié à la décision de De Gaulle de décoloniser, et je pense que ça a été une des grandes victoires politiques du gaullisme que de se libérer de ce poids de la colonisation. Il a fallu un peu oublier les choses. Alors, il y avait l'extrême droite qui disait l'Empire. Enfin bon, même si l'Empire, pardon, d'un mot, même si l'Empire a été quand même ce qui a porté l'armée française autour de De Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale. Les forces françaises libres, elles venaient d'abord des colonies. Allez, une petite anecdote, on se souviendra quand même qu'à Monte Cassino, De Gaulle est allé décorer un sergent, je crois, d'origine nord-africaine, qui avait été glorieux au combat.
Il lui a donné la Légion d'honneur, si je me souviens bien, et cette Légion d'honneur a été décernée à un certain Ahmed Ben Bella, qui a été le premier président de la République algérienne. Donc voilà, pour ce qui est de la colonisation. Alors, avant de continuer cette émission, une petite pause musicale avec Come Together des Beatles. C'est un thème que nous aborderons dans la deuxième partie de l'émission. Alors, nous sommes de retour pour cette 74e édition de Pierre de Touche qui est consacrée à l'utilisation politique de l'histoire. Nos invités sont Virginie Sancico, historienne rattachée au laboratoire Histoire, Territoire, Mémoire de l'Université de Caen et au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales de l'Université de Saint-Quentin en Yvelines. Vincent Denis, maître de conférences en histoire moderne à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'Institut d'histoire moderne et contemporaine du CNRS. Vous avez, je précise, collaboré tous les deux à un ouvrage collectif qui s'intitule Zemmour contre l'histoire et qui paraît cette semaine dans la collection Tract chez Gallimard. Et Pierre Yana, qui est maître de conférences honoraires en lettres modernes à l'Université de Lille et qui a beaucoup travaillé sur la littérature de la collaboration. Alors après le panorama historique que nous avons dressé dans la première partie de cette émission, nous allons essayer d'examiner l'actualité qui semble se structurer entre des tentatives de falsification de l'histoire et l'annulation du passé. En particulier, Zemmour et la falsification de l'histoire. Laurent Joly, qui est un historien, a aussi également publié un ouvrage il y a quelques jours ce sujet. Alors une question à Virginie Sancico et à Vincent Denis, pardon. Quels sont les principaux mensonges historiques d'Éric Zemmour? Vincent Denis. Non, monsieur Virginie, peut-être veut commencer. Oui, je peux commencer. C'est difficile de faire une liste, donc on va essayer de contourner l'idée de la liste en disant qu'il y a des grands thèmes. Il y a son premier grand thème qui remonte plutôt au Moyen-Âge, hein, où il va mobiliser des vieilles dates, les croisades, Saint-Louis, etc., pour essayer, avec anachronisme, d'ancrer le nationalisme français dans ces années-là, avec toutes les erreurs qui vont avec et surtout l'anachronisme qui est d'interpréter cette période-là avec une définition de l'identité française d'aujourd'hui qui ne correspond pas du tout à ces périodes-là. Il y a toutes les références à la Révolution française, évidemment, hein, qui, comme notamment référence à la Vendée, qui serait une espèce de matrice des génocides. Donc on est dans une autre catégorie de la logique de Zemmour. Il y a toute sa réflexion, entre guillemets, qui va de l'affaire Dreyfus à Vichy au procès Papon, hein, qui est quand même aussi une réflexion sur Dreyfus coupable ou pas si innocent, Vichy qui aurait sacrifié les juifs étrangers pour sauver des juifs français, la théorie du glaive et du bouclier qui revient, cette espèce d'idée qu'on a condamné Papon pour justement acter une histoire de cette période-là qui est une histoire reconstruite après, etc. etc. Et puis sa dernière obsession, on va dire, qui porte plutôt sur la colonisation, l'Algérie principalement, hein, les Français auraient créé l'Algérie. Et puis l'idée surtout que la torture, la répression, c'est quelque chose de normal, y compris sur le territoire de la métropole, et qui permet, lui, de se projeter après dans un autre projet politique. Donc voilà, c'est plutôt ça, des catégories finalement, qu'on peut essayer de regrouper, plutôt que des erreurs, il y en a tout plein. Donc essayer de les penser comme catégories. Et là aussi, si je peux me permettre, un fil conducteur dans ces différents livres, c'est aussi cette vision des femmes et de leur rôle dans l'histoire de France. Et elles sont toujours du côté
de la sensiblerie, hein, plus que de la sensibilité, mais de la sensiblerie, d'atermoiement, de la faiblesse, de la trahison aussi du coup, et du pacifisme et de la défaite, hein, devant l'ennemi, du pacte de la... Elles se compromettent avec l'étranger, ou elles sont complaisantes avec les étrangers depuis les reines de France, qui sont d'abord des étrangères déjà, souvent, et qui se compromettent avec l'étranger, qui tombent dans le pacifisme quand il faudrait se défendre, qui jouent l'apaisement quand il faudrait être ferme, et qui trahissent, y compris Marie-Antoinette, dans un curieux retournement d'ailleurs, alors qu'il est plutôt critique par rapport à la Révolution française, mais Marie-Antoinette, c'est quand même quelqu'un de très dangereux, évidemment, pour le nationaliste qu'il est. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, y compris dans ce qu'il dit, par exemple, sur Simone de Beauvoir, où il va inventer qu'elle se serait pâmée devant les officiers allemands qui défilaient, les soldats allemands en uniforme, ce qui est totalement faux quand on regarde les témoignages qu'elle a laissés, son journal, les lettres, et la répugnance qu'elle avait à cet égard. Mais ça va dans le sens de cette obsession pour lui d'une part féminine qui s'abaisse de toute façon devant l'étranger, en fait, et qui est vulnérable, qui est la part vulnérable finalement de la France. Alors, mais pourquoi une telle posture politique? Pourquoi cherche-t-il à réhabiliter Pétain? Est-ce un enjeu si actuel, électoral, politique? C'est une question que j'ai envie de vous poser à tous les trois. Virginie Sancico. Il y a plusieurs enjeux. Il y a au moins deux enjeux. Il y a déjà l'idée de mobiliser l'histoire pour servir un projet politique. Qui vise, enfin, ce qui est quand même le cœur de sa logique, c'est qu'on est dans un processus de grand remplacement et qu'il va falloir lutter contre ce processus-là. Donc, on vit une grave crise et ça relève de notre survie d'y faire face. Donc, si tous les phénomènes historiques, enfin, si Vichy, c'est pas grave, si la colonisation, c'est pas grave, si la répression, la torture, c'est pas grave, ça veut dire que ça ne sera pas grave aujourd'hui de faire sauter d'autres garde-fous. Il y a quand même cette idée-là, je pense, comme premier enjeu. Et puis l'autre enjeu, c'est ce qu'on a peut-être, je crois, évoqué tout à l'heure, c'est l'enjeu plus électoraliste qui est de rassembler les droites, l'héritage de Gaulle, l'héritage Pétain, ou en tout cas l'extrême droite du 19e, 20e siècle, et faire sauter ces verrous qui sont finalement assez bloqués depuis 1945. Je pense qu'il y a tous ces enjeux-là, plus l'idée effectivement de cet antiféminisme permanent et qui est aussi dans son idée à lui de dénoncer finalement une féminisation du débat politique, hein, qui tire sur la compassion, sur sa vision de la féminité du coup, et qui en dénonçant tout le temps cette féminisation-là, de revenir, de ramener le débat vers une virilité qui revendique, me semble-t-il. Vincent Denis. Oui, Pétain, c'est effectivement légitimer les légitimes ou le tabou, c'est-à-dire quand même ceux qui ont à la fois exterminé les persécutés, participé à l'extermination des Juifs, aboli les libertés fondamentales, collaboré avec l'ennemi. Donc, ce sont des transgressions qui sont majeures dans l'histoire de la République, et il faut les minimiser, réhabiliter Pétain, c'est minimiser évidemment l'ampleur de ces transgressions et autoriser les transgressions futures, hein, comme le disait Virginie. Au-delà, par exemple, si on prend le génocide vendéen, c'est pas... ce qu'il dit n'est pas du tout original, c'est un poncif qu'on trouve depuis le travail de Reynald Schleicher à la fin des années 1980, qui avait émis l'hypothèse d'un génocide vendéen, qui avait été réfutée par les historiens à l'époque. C'est une hypothèse qui a refait surface il y a quelques années encore dans un autre livre d'un historien révisionniste, on va dire, qui essayait de montrer que cette catégorie de génocide fonctionnait. Alors, les historiens montrent
la révolution montre qu'elle ne fonctionne pas pour la Vendée. Mais c'est quelque chose de banal sur le plan idéologique. Mais ce qui est original avec Zemmour, c'est que c'est un argumentaire qui lui permet de parler en fait de l'Europe d'aujourd'hui, c'est-à-dire de comparer la France et surtout ce qu'il appelle l'Europe, les populations européennes de souche, ce qu'il appelle les peuples résistants, aux Vendéens qui ont été victimes d'un génocide et dire qu'aujourd'hui, les populations européennes sont victimes d'un génocide, ce sont les mots qu'il emploie, organisé par les autorités européennes avec l'immigration et la fin des frontières internes dans l'Union européenne et l'homogénéisation des genres de vie. Voilà. Donc c'est ce genre de raccourci en fait que lui permet cette image pour en fait faire passer en contrebande l'idée d'un remplacement des populations par des populations étrangères, la fin des traditions, la destruction de peuples entiers. Voilà, ce qui est évidemment outrancier. Pierre-Yana, pourquoi réhabiliter Pétain? Il y a plusieurs choses. D'abord, enfin, ça a été très bien dit par mes collègues. Juste une première chose, le thème de la virilité contre la féminité, c'est un thème qui nous vient pas que de là, mais directement du nazisme. C'est-à-dire que voilà, pendant l'occupation, tout le monde, tous les collaborateurs disaient voilà, au moins les Allemands sont des hommes, alors que la France s'est comportée comme une femme, avec comme caricature de la prétendue féminité, bien entendu, le personnage de Léon Blum, qui était traité de femme par l'extrême droite. Voilà, ça c'est une chose que je voulais un petit peu préciser. Mais moi, je voudrais, c'est quand même absolument époustouflant ce que fait Zemmour. C'est époustouflant parce qu'on a affaire à un courant qu'il cherche à réhabiliter, mais c'est un courant qui a collaboré avec l'ennemi, C'est un courant qui a été écrasé et notamment plusieurs de ses dirigeants ont été exécutés ou fusillés à la Libération pour haute trahison. C'est un courant qui a fait un putsch militaire contre la République au moment de la guerre d'Algérie, juste avant l'OAS, qui a tenté d'assassiner le président de la République, démocratiquement élu. Voilà, on est devant des choses. C'est pas grave, nous disait Zemmour. Tout ça, vous savez, c'est des petits arrangements. En revanche, ce qui est en train de se passer, c'est monstrueux. Non, ce qui est monstrueux, c'est que ce sont des gens qui aiment la guerre civile. Ce sont des gens qui se battent pour la guerre civile et qu'il faut quand même arrêter de les laisser atténuer les choses. Non, ce que nous dit Zemmour, ce n'est pas simplement des mensonges, c'est extrêmement dangereux parce qu'on a affaire à des gens qui sont en train de nier les dangers de ce courant politique. Et s'il a été écrasé, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il présentait un danger pour le pays et pour la République. Donc voilà, réhabiliter Pétain. Bien entendu, je ne répète pas ce qui a été très bien dit par Vincent et Virginie, c'est-à-dire le fait qu'il prépare autre chose, il prépare la possibilité d'exclure des populations d'origine immigrée, mais qui sont françaises pour la plupart d'entre elles. Donc voilà, il va falloir bien du plaisir, mais je pense que le fait de justifier l'expulsion des juifs prétendument étrangers en y mettant au passage quelques juifs français, ça veut dire qu'on pourra éventuellement faire la même chose avec des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des Maliens, qui sont français, mais bon, allez, ils sont d'origine étrangère, donc voilà, on va pouvoir faire la même chose, ce qui est un pur scandale. C'est honteux de faire des choses comme ça. Alors, je pense que Pierre-Yana a commencé à esquisser une réponse à la question que je voulais poser, mais quel lien Zemmour fait-il entre la dénonciation de Vichy et la prétendue repentance nationale vis-à-vis de la colonisation? Alors, Vincent Denis. Après, Virginie. En fait, si je comprends votre question, c'est en fait voir une allusion à la
prétendue repentance, donc cette expression donc, de Philippe Séguin. Et en fait, le rapprochement qu'effectivement Zemmour fait entre le discours de Jacques Chirac qui assume donc en 1995 qui reconnaît les erreurs donc, de la responsabilité donc, de la France dans l'extermination donc, des Juifs à travers donc, Vichy, et sans rejeter en fait Vichy comme quelque chose qui aurait été purement un phénomène exogène. Et puis effectivement les discours qu'on attend, ou les fameux gestes mémoriels, les gestes d'apaisement, ou les grands discours de réconciliation, et plutôt donc d'excuses qu'on attend de la part donc des présidents successifs sur la colonisation, mais en particulier sur la question de l'Algérie. Et donc c'est ça. Hein, alors effectivement, oui. Zemmour, il s'est toujours opposé avec une grande constance au discours de Jacques Chirac et à la décision donc d'assumer la responsabilité française dans la participation donc du génocide. Et il assimile, je pense qu'il assimilerait de la même façon à tout discours de responsabilité donc de l'État dans des crimes coloniaux, ou je pense qu'on pourrait ajouter à la liste l'esclavage, hein, qui fait partie aussi du phénomène colonial plus vaste, hein, si on remonte aux origines de la colonisation française. Hein, il ne faut pas oublier qu'elle ne commence pas juste avec l'Algérie, mais la colonisation aux Antilles, c'est une colonisation esclavagiste. Et c'est une fracture qui est bien, enfin une histoire qui est douloureuse et qui existe évidemment encore, même si l'esclavage a disparu. Et donc sur cela, il y a la volonté, il y a effectivement de la part donc, de Zemmour le refus de s'excuser pour un quelconque pour tous ces actes. Virginie Santico. Oui, effectivement, je vais complètement dans le sens de ce qui vient d'être dit par Vincent. Il y a un rejet de tout ce qui est toute forme de repentance, ça c'est évident, qui voit comme une manière de se plier au souhait. Et son point de vue, par exemple, sur le procès Papon, qui est un procès qui est une manœuvre politique qui ne reposait pas sur une logique juridique, mais sur des enjeux purement politiques. Donc, il est vraiment là-dedans. Et d'ailleurs, Papon, il fait le lien, effectivement, entre Deuxième Guerre mondiale, Vichy et l'Algérie. Et pour lui, c'est une figure à défendre pour ces deux périodes-là. Et Pierre-Yann? Oui, je pense que ce que vient de dire Virginie est tout à fait exact. On a affaire à quelqu'un qui tente de rabibocher des choses qui sont contradictoires, qui ne tiendra pas compte de la contradiction, parce qu'il essaye non pas simplement de se rallier à un électorat, parce que l'électorat pied noir, par exemple, est un électorat qui est décédé pour une grande partie d'entre eux, mais enfin pieds noirs à supposer que d'ailleurs tous les pieds noirs aient été favorables à l'Algérie française, ce qui est loin d'être le cas, mais enfin bon. Et puis, mais surtout, c'est de rabibocher l'histoire, c'est ce qu'on disait au début, c'est-à-dire de faire quelques petits arrangements avec l'histoire pour réunifier les différences entre les droites et passer par-dessus l'histoire. Voilà. Alors, pour continuer, autre point que nous voudrions aborder, la cancel culture et le wokisme. Alors, ce n'est plus Zemmour. Pierre-Yann, quelle définition générale donneriez-vous à ce mouvement qui est donc venu des États-Unis, du monde anglo-saxon? Merci. On va parler d'abord des États-Unis parce que c'est quelque chose qui est très américain, qui fait des petits en France en ce moment, mais qui est très américain. Woke, c'est d'abord une expression qui signifie que l'on est, ça veut dire éveillé, hein,
que l'on est en alerte sur les injustices de la société. La société serait composée, disent les Américains, notamment dans les universités. La société est composée de groupes victimes, et donc, quand on est victime, on est héroïque. Et il s'agit d'être éveillé sur l'injustice qui a été faite à des minorités. Alors, ces minorités, c'est respectivement les femmes, les homosexuels, les noirs, bien entendu. Et ce sont des gens qu'il faut valoriser, quitte à ce que ces groupes soient, disons, en antagonisme les uns avec les autres. Voilà, à un certain moment, il y a des injustices qui concernent les femmes, mais les femmes noires sont plus soumises à des injustices que les femmes en général, et il va être interdit, c'est l'opposition des groupes victimaires, enfin des groupes minoritaires, il va être interdit à des femmes blanches de parler de l'oppression des femmes noires. Voilà, on est sur des choses de ce genre. Le mouvement woke aux États-Unis est là pour tenter de purger l'Amérique de ses fautes. Alors, fondamentalement, l'Amérique serait fautive de toute une série de choses. J'ai parlé de l'oppression des minorités, mais ça a commencé dans les années 70 avec tout ce qui va être la défense des Indiens, par exemple. J'ai le souvenir d'un beau film qui s'appelle Little Big Man, qui était une manière de réhabiliter la culture indienne et de montrer l'oppression des Indiens. Il n'empêche, on est là avec le mouvement woke et avec ses succès d'année, notamment les cultural studies. On est dans un mouvement qui est en réalité religieux, qui est un mouvement post-protestant. Mais nous avons affaire à un protestantisme qui n'a plus de sauveur, qui n'a plus de possibilité d'issue, mais qui est dans une culpabilité permanente. Alors, moi, d'abord, je pense que c'est quelque chose qui correspond largement au modèle révolutionnaire américain. C'est-à-dire c'est une suite de la pensée de la Révolution américaine, qui est un conglomérat de communautés. Donc, on continue avec les communautés qu'on fabrique, qu'on renouvelle, etc., etc. Mais je crois que ça existe parce que ça permet à un certain nombre de gens en Europe et donc en France de revendiquer des droits et de se revendiquer comme victimes. Alors, on a affaire à des Noirs, à des groupes féministes, etc. Alors, je pense qu'il faut être très attentif à ne pas tout mélanger. Pour ma part, je pense qu'il y a des revendications de justice historique qui peuvent émaner de ces groupes minoritaires, si vous voulez. Et donc, il ne faut pas considérer que toute revendication de justice est une revendication farfelue. Mais en même temps, il me semble que le modèle révolutionnaire français qui continue à vivre dans notre pays, c'est un modèle qui est fait pour l'universel, c'est-à-dire qu'il va considérer les citoyens comme devant disposer de droits égaux pour tous, et non pas en les réduisant à leur minorité d'origine, quitte à opposer les minorités. Voilà. Donc, on a affaire à cette chose qui arrive en France. On a vu plusieurs manifestations de ce style, mais je crois que nous devons être attentifs, et que nous le sommes, à la nécessité de continuer à penser à l'universel, à penser à l'universalité des droits, et pas en permettant à chacun de se trouver à sa place et à sa bonne place dans ce modèle-là. Voilà. Alors, cancel culture, wokisme, quel usage font-ils de la politique, de l'histoire, pardon, Virginie Santico? C'est assez complexe comme historien de se confronter à ces questions-là, d'autant plus quand on travaille plutôt sur la France et l'Europe et pas les États-Unis. C'est quand même un phénomène qui est quand même très anglo-saxon, comme ça vient d'être dit par Pierre Yana. Et en plus, c'est un phénomène qui est à cheval entre le champ de l'histoire et le champ militant.
nous, en France, c'est plutôt quelque chose qui s'est incarné dans ce qu'on a appelé les concurrences mémorielles, peut-être. Et puis peut-être maintenant, il y a une espèce de jonction avec ce qui vient des États-Unis, mais qui est difficilement palpable à l'échelle à l'échelle de notre monde académique ici. Et puis en tant qu'historien, c'est encore difficile pour nous, voilà, d'avoir... Enfin, moi, je n'ai pas de recul sur cette question-là pour apporter des éléments d'explication satisfaisants, je pense. Et Vincent Denis, quel est le rapport de ces mouvements à l'histoire, et notamment occidentale? Je dirais que je ne me prononcerai pas sur le contexte états-unien, canadien, même britannique, que je ne connais pas assez. En France, ces dernières années, ce qui a été plus médiatique et le plus visible, ça a été, et d'ailleurs c'est limité essentiellement à ça, ça a été une vague d'attaques ou de questions autour d'un certain nombre de statuts de personnalités dans l'espace public, d'ailleurs dans des endroits très très différents, parce que ça pouvait être dans des territoires coloniaux, comme la statue de Schœlcher, par exemple, ou bien les polémiques qu'il y a eu à certaines autour de Colbert, et notamment une statue qui le représente à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon. Voilà, sans d'ailleurs que ça ait conduit à des choses radicales, parce qu'en définitive, ces figures-là, elles sont bien là. Voilà. Mais ça, c'est un aspect très particulier et qui est d'ailleurs un aspect politique. Si vous voulez, en tant qu'historien, je pense qu'on ne peut pas réduire Colbert uniquement à l'œuvre de Colbert à la rédaction du Code noir et à l'encouragement donc de la traite négrière. Il y a toutes sortes de choses pour lesquelles on étudie donc Colbert, de même Napoléon, etc. Donc après, c'est des choix politiques qui relèvent de la communauté de décider si elle décide d'honorer de façon visible, comme les noms de rues ou les statues, tel ou tel personnage. Donc là, c'est pas en tant qu'historien que je peux apporter des éléments particuliers. Voilà. Alors Pierre, il y en a certains parlent de révolution culturelle. Ce terme fait référence au mouvement de la jeunesse maoïste, particulièrement iconoclaste. Cette analogie vous parle-t-elle? Écoutez, je suis très embêté par rapport à ça, parce qu'on a une méthode. On a une méthode qui... D'abord, non, la révolution culturelle est un mouvement en Chine qui a été lancé à l'origine par Mao Tse-tung, qui se trouvait bien isolé dans ses positions politiques et qui a du coup débordé un peu le Parti communiste chinois, où il se trouvait minoritaire, pour pouvoir retomber sur ses pieds. Je ne suis pas convaincu que la révolution culturelle chinoise ait abouti à un approfondissement démocratique majeur. Je parle par euphémisme, bien entendu. Alors, ce qui me frappe, c'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre, pas au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les années 70, à partir des années 70, la mémoire de ce qui s'est appelé la Shoah et qui avant s'appelait l'Holocauste, la mémoire de la Shoah a produit un discours de vérité sur les victimes de la Shoah, les massacres dont avaient été l'objet principalement les Juifs, mais aussi les Tziganes et quelques autres en Europe, en France et en Europe. Et ce discours a été utilisé comme parangon de toutes les situations victimaires, comme si le massacre industriel des Juifs mené par le Troisième Reich
avait été identique pour les autres catégories de gens. Alors, bien entendu, on peut considérer en effet que l'utilisation, l'esclavage des Noirs, l'extermination de ces populations en Afrique avait été d'une extrême gravité, en effet. Mais pour autant, fallait-il oublier que les Européens n'étaient pas les seuls esclavagistes dans cette situation, et ça a eu tendance à être oublié, comme si on devait accuser les responsables des mêmes crimes que les nazis et en les assimilant aux nazis. Voilà, alors là, il y a un modèle qui est un modèle qui a produit, qui continue à produire quelques excès. Et je le répète, loin de moi l'idée de contester les situations très graves qui ont été celles d'un certain nombre de groupes sociaux, politiques. Voilà, je trouve que c'est... mais je trouve que ça n'est pas la même chose. Le nazisme a été un mouvement de mobilisation criminelle qui a introduit quelque chose d'extrêmement neuf dans la civilisation humaine, qui est l'industrie au service du massacre. Voilà. Et ça, c'est une chose novatrice qu'il ne faut pas aplatir. Et bien entendu, il faut être capable de reconnaître les fautes des uns et des autres, mais l'anachronisme peut être parfois, c'est Vincent qui le disait, l'anachronisme peut être parfois d'une grande stupidité. Effectivement, Colbert ne se réduit pas au seul code noir, ce qui ne le lave pas du code noir, mais ce n'est pas le même discours, quoi. Colbert n'est pas Hitler, hein, si vous me permettez ce mauvais jeu de mots. Alors, en guise de conclusion, rapidement, chacun d'entre vous, et l'avenir dans tout ça, je sais que vous êtes plutôt historien, mais et l'avenir dans tout ça, Virginie Sancico. L'avenir par rapport à... Comment vous voyez l'utilisation de l'histoire? Est-ce que vous voyez une progression? Est-ce que vous pensez que ça va continuer? Est-ce que vous voyez une progression depuis un certain nombre d'années ou... Là, on est en période électorale, donc c'est toujours un peu plus sensible ces débats-là. Donc, attendons déjà la future échéance électorale et puis on verra comment les cartes vont être rebattues après sur les usages de l'histoire. Il y a toujours des moments, des dates qui réactivent ce genre de débat. Ça ne va pas s'arrêter, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Mais après, l'usage de l'histoire n'est pas négatif en soi. L'histoire est faite pour que les gens s'en saisissent et la pensent. Donc, l'usage de l'histoire en soi n'est pas un danger. C'est le détournement de l'histoire et les mensonges qui sont un danger. Mais que les usages de l'histoire se poursuivent de plein de manières, ça, il y a, à mon avis, pas de doute. Je ne prends pas trop de risques en tant qu'historienne à m'avancer là-dessus. Vincent Denis. C'est vrai que c'est difficile de prévoir, de prévoir l'avenir et effectivement savoir si on est dans un cycle de discussion, de conflit autour de l'histoire qui va continuer ou reprendre. C'est évidemment pas possible d'y apporter une réponse ici. Peut-être quand même, ça dit aussi quand même quelque chose sur la situation, sur les rapports quand même entre le champ scientifique et puis les usages de l'histoire dans le champ politique. C'est-à-dire que quand même une partie de notre initiative autour de ce livre, elle est quand même liée aussi à quelque chose à des initiatives aussi pour défendre notre discipline, pas pour en faire un précaré, pour dire l'histoire c'est uniquement pour les historiens professionnels, mais pour aussi quand même défendre une idée de la raison et de la méthode, une approche partie de la méthode face à ce qui nous semble quand même, avec le livre d'Éric Zemmour, une torsion systématique de la vérité historique et des interprétations de façon univoque.
pour faire passer en contrebande des arguments politiques. Voilà, ça c'est quelque chose quand même qui nous semble inquiétant, et de ce point de vue-là, il y a un précédent qui est créé avec Éric Zemmour qui n'est pas rassurant. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'on s'est rassemblés autour de ce livre. On aurait pu d'ailleurs être plus nombreux, mais on est près d'une vingtaine. Voilà. Diana. Oui, d'abord, je partage encore l'avis de Virginie et Vincent. Je pense premièrement qu'on n'empêchera pas les récits nationaux qui se fondent sur l'histoire, et qu'il ne s'agit pas de les empêcher. Et qu'on trouvera toujours des gens pour, disons, avoir une mémoire sélective. De Gaulle lui-même, après la Libération, n'a pas voulu que l'histoire soit creusée du côté de l'activité des chefs d'entreprise, par exemple, parce qu'il y avait un récit national à construire qui devait préserver le renouvellement de l'appareil industriel. Et puis, il y en a d'autres. Ça n'est pas étonnant. Ce qui serait dommage, ça serait que les récits se fondent sur des choses fausses, ce qui est le cas aujourd'hui avec Zemmour. Par bonheur, et il faut le dire ici, et je salue mes collègues, nous avons des écoles, enfin une école historique en France qui est très forte, prestigieuse et extrêmement sérieuse et reconnue comme telle. Voilà, alors il n'y a pas que l'école des Annales, il y a vraiment une tradition historique en France qui est forte justement parce que le récit national cherche le consensus et crée une unité autour d'un certain nombre d'éléments de vérité. Voilà, et je crois que, comme disait l'autre, la vérité est révolutionnaire, donc vive les historiens, vive l'histoire sérieuse, scientifique, et vive la communauté des historiens surtout. Voilà. Alors, je voudrais vous remercier tous les trois pour ce débat qui était très intéressant. Je pense que nous avons un peu dépassé le temps, mais nous aurions pu continuer longtemps. Je voudrais juste rappeler que l'ouvrage collectif auquel Virginie Sancico et Vincent Denis, Zemmour contre l'histoire, paraît cette semaine, c'est dans la collection Tract chez Gallimard. Merci donc à vous trois, Virginie Sancico, Vincent Denis et Pierre Yana. On se quitte avec La France a peur de Mickey 3D.